que vous m'entendez là? Oui, formidable. Merci d'être là. Merci d'avoir assisté à cette projection. Merci de prolonger ce moment avec Claude. L'idée, c'est qu'il y ait un dialogue entre vous et lui, mais peut-être juste pour démarrer, je voudrais demander à Claude Lelouch, j'ai eu la chance de voir le film hier, comme vous dans cette salle, quel tourbillon, tous ces acteurs, toutes ces séquences, toutes ces scènes, mais au-delà du casting, moi ce qui m'a frappé, j'ai trouvé que c'était un film très actuel. C'est un film sur la vie d'aujourd'hui, quoi, sur 2017. Oui, alors, j'ai fait 46 films et 46 fois j'ai essayé de partager avec le plus grand nombre, des fois avec le plus petit nombre, mes observations. Je suis rien d'autre qu'un reporter. J'aime la vie. J'aime la vie avec tous ses défauts. Avec tous ses défauts, je dirais même que ses défauts sont encore plus photogéniques que ses qualités. Et cette vie, elle me fascine de plus en plus. Et à chaque fois que j'ai fait un film, j'ai essayé de transmettre mes observations, mes émotions, ce que je ressentais. Voilà. Donc c'est les films d'un reporter qui, depuis 50 ans, parcourt le monde, regarde le monde, voilà. Et là, dans le cas présent, je pense que, en ce moment, j'ai le sentiment qu'on est en train de vivre dans un chaos colossal. Et comme je crois à l'incroyable fertilité du chaos, je me suis dit, il faut que je fasse un film qui montre que ce chaos est positif. J'avais envie de faire un film positif sur une période qui semble à tout le monde négative. Toutes les périodes chaotiques de ma vie ont débouché sur des grands moments. Je veux dire que le chaos a été l'inventeur de ma vie. Tout ce que j'ai réussi dans la vie, je l'ai d'abord raté. Et je sais à quel point l'échec, à quel point la souffrance nous prépare le ciel bleu. Voilà. Tout a un prix, et la monnaie la plus importante, c'est la souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique. Et c'est de cette souffrance que le monde s'est composé, s'est créé. Voilà. Alors je ne suis pas assez savant pour vous dire d'où on vient et où on va, mais je suis assez malin pour utiliser le présent. Voilà. J'aime le présent, je crois à l'extase du présent, et c'est le thème principal de ce film, c'était de montrer qu'on a tous des qualités de nos défauts, tous, qu'on a tous des casseroles, surtout au pays de la grande bouffe, qu'on a tous des jardins secrets, et que celui qui est dans le dos des accusés, c'est peut-être pas celui qui est le plus coupable. Voilà. Alors j'ai assisté un jour à une audience avec Dupond-Moretti. C'est pendant cette audience que j'ai eu l'idée de ce film en me disant, mais tous ces gens qui jugent cet homme qui est dans le dos des accusés, est-ce qu'ils n'ont pas des trucs à se reprocher? Un mot, Claude, vous êtes sur le lieu du film. C'est un lieu unique, ça se passe dans cette ville de Beaune. C'est pas un hasard. On peut peut-être aussi dire un mot sur les conditions dans lesquelles ce film s'est tourné. C'est un peu particulier. Alors, on a créé à Beaune une cité du cinéma, une petite cité du cinéma, un petit Hollywood, avec des studios, des salles de montage, salles de projection, auditorium. Le maire de Beaune, quand je lui ai parlé de mon projet, était enthousiaste. Il m'a dit, si tu dois un jour faire cette cité, viens la faire ici. Et c'est vrai que cette ville de Beaune est magique. Elle est magique parce que toutes les rues de Beaune, on se croirait dans un studio. C'est un décor, c'est la France profonde, c'est la France moyenne. J'avais envie de faire un film sur la France profonde. La province, c'est pas rien, parce que tout le monde se connaît sans se connaître, à l'inverse de Paris où on ne se connaît pas. Et donc, quand j'ai découvert cette ville de Beaune, je me suis dit, il faut que je tourne chacun sa vie dans cette ville de Beaune. Et on a créé donc des ateliers de cinéma pour étudier les possibilités du cinéma d'aujourd'hui et puis surtout les possibilités de demain, puisque les nouvelles technologies cinématographiques sont impressionnantes. C'est tous les jours qu'il arrive des choses incroyables, et c'est vrai qu'aujourd'hui on peut tout filmer, absolument tout. Il y a 7 milliards de gens sur la Terre qui filment aujourd'hui avec leur portable. On est tous devenus des cinéastes, et donc j'ai dit, on va créer un atelier de cinéma à Beaune.
pour que les plus doués d'entre nous puissent en faire leur métier, et puis surtout, comme j'ai la chance d'avoir parmi mes copains les plus grands metteurs en scène du monde, quand je leur ai parlé de ce projet, ils m'ont dit on va tous venir à Beaune, venir faire des masterclass, passer 8 jours avec des élèves, être filmés par des élèves, et tous ces films, si tout va bien, passeront sur une chaîne de télé pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Ce n'est pas simplement un laboratoire. Voilà. Et donc, on a réussi à faire ce film en 4 semaines, je dis en 4 semaines, grâce à ces ateliers, puisque j'avais sous la main les caméras, toute la technologie, les projecteurs, tout ce qu'il fallait à portée de main. Et il fallait en plus, avec tous ces comédiens, tout ce casting, compresser tout ça, parce que ces gens-là sont des gens qui ont beaucoup de talent, qui ont beaucoup de projets, qui n'auraient pas été libres pendant plus d'un certain temps. Donc, ce film a été un film de compression qu'on a réussi à faire en un mois grâce à ces ateliers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces ateliers, je vais les proposer à tous les metteurs en scène qui voudraient venir faire un film d'une façon confortable, car c'est vrai qu'aujourd'hui, tourner à Paris, c'est très très compliqué. La moindre autorisation, la moindre rue oblige à des détournements de circulation, alors qu'à Beaune, pendant un mois, on a bloqué la ville. Tous les gens de Beaune étaient à notre disposition, et puis il faut que je vois tourner mon film. Voilà, donc on a créé à Beaune une petite cité du cinéma qui, j'espère, verra d'autres jours. Et donc, chaque année, on a 13 élèves, on ne peut pas en prendre plus, parce qu'on ne peut pas mettre plus de 13 personnes sur un film. Et donc, ces élèves ont été sélectionnés avec un examen de passage qui était de faire un film avec leur portable sur un sujet bien précis. Voilà, et cette année, le sujet qui a été demandé, c'est un film de 6 minutes sur le crime parfait. Voilà, et on a déjà reçu 150 films, et les meilleurs feront partie de la prochaine promotion. Voilà un peu ce qui s'est passé et pourquoi ce film était passionnant à faire, parce qu'en même temps, ces 13 élèves ont assisté à toutes les étapes du film, toutes les étapes, et il suffit d'assister au tournage d'un film de A à Z pour apprendre ce métier. C'est la meilleure école du monde, c'est d'assister à un tournage. Et moi, j'ai eu la chance, en 1957, vous n'étiez pas né, d'être stagiaire pendant 3 semaines sur un film de Léo Joannon, Pierre Freinet, Annie Girardot, Léo Joannon, et c'est pendant ces 3 semaines où j'ai eu la chance d'être stagiaire. J'ai dit voilà le métier que je veux faire. Alors après, j'ai mis 50 ans à le mettre au point, mais j'avais compris au bout de 3 semaines. Voilà. Donc j'ai essayé de refaire à Beaune la cité du cinéma que j'aurais aimé rencontrer quand j'avais 17-18 ans. Alors, est-ce que... Oui, je vois déjà qu'il y a une question ici. Je vous en prie. Bonjour, alors moi ma question portait sur l'affiche du film. Pourquoi avoir choisi un Rubik's Cube, et est-ce que le film en lui-même a été un casse-tête à monter? Un Rubik's Cube. Non, parce que la vie ressemble à ce jeu. Selon qu'on est d'un côté ou de l'autre, une couleur ou l'autre, etc. Alors ça peut être un Rubicon aussi. Hein. Selon l'angle qu'on a, non, j'ai pensé que cette affiche était une très jolie métaphore de ce qu'est le film. C'est vrai qu'il suffit d'une seconde pour changer le destin de n'importe qui. Selon qu'on va à droite ou à gauche, on ne fait pas les mêmes choses. Et puis, selon qu'on dit oui ou non, on va pas au même endroit. Voilà, moi, je remercierai jamais assez les gens qui m'ont dit non. Ça m'a permis de trouver ceux qui m'ont dit oui. Et c'est avec des oui qu'on a fait le monde. C'est avec des oui qu'on a fait 7 milliards de gens. Je crois tellement, je suis un adepte du oui. J'ai beaucoup de mal à dire non, parce que j'ai peur en disant non de passer à côté de certaines choses. Je vois, le non, évidemment, son impresario, c'est la peur. Et alors que le oui, c'est quand même Monsieur Courage. Voilà, donc j'ai essayé de faire un film sur le positif, dans une époque où les gens s'accrochent au négatif. Je veux dire, aujourd'hui, c'est fou ce que les mauvaises nouvelles laissent plus de traces que les bonnes. Et on s'accroche, il y a 10 personnes qui vous disent du bien de moi, et une qui vous dit du mal, c'est celle-là qui va laisser des traces. On ne sait pas pourquoi, c'est la société qui le savent. Au journal de 20h, ce qui marche, c'est les mauvaises nouvelles, c'est pas les bonnes. On a besoin de chaos. La société dans laquelle nous vivons se nourrit de chaos, et donc ce chaos, il faut à un moment donné le gérer,
et le transformer en positif, ce que je vous disais au début. Alors, oui. Moi, bonsoir. Ce qui m'a frappé, c'est le mélange des genres. Vraiment, vous avez voulu faire l'ascenseur émotionnel comme dans une vie, quoi, comme dans la vie. Mais la vie est un mélange de genres. La vie est un mélange de genres. Je le répéterai jamais assez. Tous mes films sont des mélanges de genres. On m'a souvent dit qu'il ne fallait pas mélanger les genres, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que ça. Le matin, vous avez du mal à vous réveiller, vous faites un film psychologique. Vous allez dans la rue, on vous vole votre portefeuille, c'est un polar. À midi, vous déjeunez, il y a une jolie femme à une table, c'est une histoire d'amour. C'est ce que je veux dire. Et puis, donc on change de genre toute la journée, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce film, de mélanger les genres un peu plus même que d'habitude. Oui, un peu plus, puisque là, il y a aussi le film de procès, il y a une réflexion sur la justice. Alors, la justice est une chose importante en ce moment. On s'est aperçu que c'était les juges, les patrons du temps. Et donc, c'est pour ça que Dupond-Moretti joue un rôle important dans ce film, et qu'il a été pour moi un conseiller technique important. On sait à quel point il n'y a rien de plus fragile que la justice. On voit très bien aujourd'hui ce qui se passe. Donc, on s'est dit, si on fait un film sur aujourd'hui, sur notre époque, on est obligé de parler de la justice. Donc, c'est pour ça que tous les personnages se retrouvent dans cette cour d'assises où le hasard les a encore une fois conduits là où leur intelligence les aurait pas emmenés. Vous voyez ce que je veux dire? Le hasard a été mon agent principal. Je lui ai fait une confiance totale et il m'a toujours emmené là où mon intelligence aurait eu la trouille d'aller. Voilà, donc je crois au courage du hasard et j'ai de moins en moins confiance dans mon intelligence qui a trop le sens des affaires, qui est trop pragmatique et qui a la trouille de tout. Dupond-Moretti, maître Dupond-Moretti, qui est un des plus grands avocats pénalistes, il a dit oui tout de suite quand il a dit vous lui avez proposé le rôle. Oui, il a dit oui tout de suite. 2 secondes après, il s'est dit j'ai peut-être fait la connerie de ma vie parce qu'on aurait pu le prendre au sérieux dans les prétoires. Et puis après, quand il a découvert le rôle, évidemment, il a été très excité, enthousiaste. Je crois que ça reste un des grands moments de sa vie, c'est ce tournage. Autre question dans le public pour suivre cette conversation. Oui, là, allez, malheureusement, je reviendrai vous voir juste après. Monsieur tout en haut. Alors. Oui, je me demande toujours quel est le secret pour que tous les acteurs acceptent de partager chez vous, des acteurs de premier plan. Ils viennent tous contribuer à une œuvre, tout en ayant chacun un rôle relativement modeste. Et quel est votre secret pour les réunir tous comme ça et avoir le rassentiment de Francis Huster à Johnny Hallyday, de Jean Dujardin, enfin, les plus grands aiment tourner avec vous et ils se mettent vraiment au service de votre histoire. Et je trouve ça assez magnifique. Je crois que c'est une question de confiance. Quand j'invite un comédien, je l'invite pas pour rien. J'aime bien lui donner un joli rôle. Bon, je pense que dans ce film, ils ont tous des partitions agréables à défendre. Je ne suis pas un directeur d'acteurs, je suis un coach. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, les acteurs sont des athlètes de très haut niveau et je suis là, moi, pour les faire courir un peu plus vite que d'habitude ou sauter un peu plus haut que d'habitude. Je les traite comme... Pour moi, c'est du sport. Voilà. Et je ne demande jamais à un acteur qui fait le 100 mètres de courir au marathon. Je veux dire que j'aime pas trop les rôles de composition. Là, tous les rôles qu'ils interprètent dans ce film sont des rôles qui sont proches de leur personnalité, de ce qu'ils aiment faire, de ce qu'ils savent faire. C'est déjà tellement dur de bien faire ce qu'on sait faire. Donc, et donc ils savent que quand ils vont venir sur mon plateau, je vais leur permettre de battre un petit record, d'être encore plus à l'aise que d'habitude. J'aime les acteurs, je les connais. Et puis, la direction d'acteur, que j'aime pas le mot, mais repose sur l'amitié, sur des relations qui ont lieu en dehors du plateau. Je veux dire que quand on connaît bien quelqu'un, c'est à ce moment-là qu'on peut lui demander certaines choses. Voilà, donc tous les acteurs qui sont dans le film sont des gens avec qui j'ai envie de dîner, de déjeuner, que j'ai envie d'avoir comme amis.
Et donc, il y a une confiance qui fait qu'ils savent très bien que si la scène n'est pas réussie, elle sera coupée. Ils savent très très bien, donc ils prennent avec moi des risques qu'ils ne prendraient pas ailleurs, parce que si ailleurs, ils savent que ça sera dans le film quoi qu'il arrive. Avec moi, non. Ils savent très bien que si ça ne me plaît pas, si on n'a pas réussi notre coup, on coupera. Au cinéma, c'est la force du cinéma, c'est qu'on peut couper tout ce qui ne va pas. Bon, souvent dans vos films, ça se vérifie dans celui-ci, les personnages ont le même prénom que les acteurs. C'est un petit truc. Non, c'est pour gagner du temps, sinon je vais les confondre. Donc c'est une facilité pour moi. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Vous voyez ce que je veux dire, surtout avec un casting pareil. Il ne faut pas oublier qu'il y a le jour du tribunal, il y avait quand même 30 stars dans la salle, quoi. Donc il y avait une feuille de service que je crois qui est unique dans l'histoire du cinéma. Monsieur. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur la scène entre Stéphane Legrand et Nadir Fares, qui est une scène chantée, qui, à ma connaissance, j'étais né en 57, j'ai vu tous vos films, certains 5 ou 6 fois. À ma connaissance, c'est la première fois, une des premières fois où vous faites une scène chantée. La musique et les chansons ont beaucoup d'importance dans votre film, mais je voulais poser la question, vous allez nous faire un jour une comédie musicale, vrai, à la Lalande, à la Lelouch. Alors, vous savez, Damien Chazelle, j'ai rencontré quand il était à Paris, il m'a dit si je fais ce métier, c'est grâce à toi et à Jacques Demy. Donc il a ses références. Mes films, quelque part, sont tous des comédies musicales. Un homme et une femme, les uns les autres, le Boléro de Ravel, enfin, ce film-là, je veux dire que ça n'a pas la tonalité de la comédie musicale systématique où les gens se mettent à chanter, mais la musique est un personnage important de tous mes films. Et dans celui-là, j'ai envie de m'amuser. Voilà. J'ai envie de m'amuser, d'aller au bout du clin d'œil, au bout de la connivence. Et c'est vrai que si j'arrive encore à avoir quelques forces, j'aimerais bien un jour faire une vraie comédie musicale comme ça, parce que ça fait 50 ans que je la prépare. Quoi. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'il y a une scène vraiment comme... Non, j'ai fait énormément de Scopitone avant de faire des films, et ils chantaient tous dans les Scopitone. Donc j'ai commencé avec Johnny Hallyday, j'ai fait les premiers clips, j'ai fait chanter Mogaro, j'ai fait chanter Beko, j'ai fait chanter Claude François. Oui, mais ça, c'est des personnages qui jouaient leur Voilà, et donc, dans vos films, à ma connaissance, non, mais c'est vrai la que première scène chantée. C'est la première fois que je fais une scène chantée. Et donc on peut espérer une comédie musicale un jour? Votre 48e, 49e, 50e film? C'est pas impossible, c'est pas impossible. On attend. Le problème, c'est que j'avance en âge, vous voyez ce que je veux dire, et que le temps m'est compté maintenant, donc il faut que je me dépêche. Mais les uns et les autres, il y a plein de scènes chantées dans les uns et les autres. Non, si, il y a Géraldine Chaplin chante. Il y en a plein, c'est ce que je dis, c'est pas du tout la première fois que vous... Non, mais qui chantent, parce qu'ils sont sur une scène. Je veux dire, là, ils se mettent à chanter comme on est dans la vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, des chanteurs qui chantent, Gilbert Bécaud dans toute une vie chante. Bon, enfin, j'ai déjà fait chanter des gens, mais en général, c'est des chanteurs qui chantent. Tandis que là, le monsieur a raison, c'est deux personnes qui auraient pu dire la même chose en parlant. Mademoiselle. Bonsoir, vous mettez en scène de grands noms à chaque fois dans vos films. Quel est l'acteur ou l'actrice que vous rêveriez de faire jouer dans votre prochain? Quel acteur aimeriez-vous faire tourner dans votre prochain film? Vous savez, vous n'avez pas encore fait tourner. Non, les regrets que j'ai, c'est que je n'ai pas pu faire tourner Gabin. J'aurais adoré tourner avec Gabin, j'aurais aimé tourner avec De Funès, j'aurais aimé tourner avec Bourvil. Voilà. Donc j'ai raté quelques comédiens parce que on n'était pas de la même époque. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, j'ai encore envie de tourner avec Dujardin. Parce que je pense qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre. Je pense que je me suis beaucoup amusé avec Johnny Hallyday, qui est
à la fois un fabuleux chanteur, aussi un fabuleux comédien, et c'est ce que je voulais montrer dans ce film, à quel point il est au sommet de son art, je veux dire, dans ces deux domaines qui sont tellement différents. Il y a plein d'acteurs inconnus que j'aimerais faire tourner. Voilà, il y a plein de gens comme ça que j'ai repérés dans la rue, que j'ai croisés dans des cafés. Il y a plein. J'ai une liste impressionnante de gens qui m'interpellent et je me dis, tiens, il serait. Voilà, donc, mais je vous dis, le temps est compté. Il va falloir qu'il y ait d'autres metteurs en scène qui fassent le boulot à ma place. Quoi. Alors. Qui va poser une question? Sinon, je vais poser ma question. J'aimerais savoir d'où est venu le choix de Nadia Fares. Vous ne faites pas de casting, je suppose que. C'est rare qu'on lui donne un rôle aussi important. Écoutez, Nadia Fares, je la connais depuis très longtemps. Elle a fait un tout petit rôle dans Homme Femme d'emploi, mais je lui avais dit un jour on se retrouvera pour un vrai rôle, comme ça. Donc encore une fois, les acteurs, vous savez, c'est un drôle de truc. C'est un drôle de truc quand on fait un casting. Pourquoi lui, pourquoi elle? Très souvent, vous avez 5 personnes ou 3 personnes qui pourraient jouer le même rôle. Le rôle de la prostituée, par exemple, avant d'arriver à Béatrice Dalle, j'ai fait le tour de plein de comédiennes, parce que c'est le fantasme de toutes les femmes, de genre donner un rôle de prostituée. Donc mais c'est vrai que Béatrice Dalle était la plus évidente pour ce rôle-là, une femme qui est cash, qui parle comme elle pense. Voilà, donc encore une fois, quand on fait un casting, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar parce qu'il y a trop de choix, il y a trop de gens formidables, il y a plein d'acteurs extraordinaires dans le monde. Hein. Et aujourd'hui, tout le monde est comédien. D'abord, on joue tous un rôle. Moi, je joue le rôle de Claude Lelouch depuis 79 ans. Et voilà, donc on est tous comédiens. On est tous comédiens. Je veux dire, jouer la comédie, c'est la chose la plus naturelle qui soit. Le problème, c'est qu'à un moment donné, une caméra peut vous filer le trac, vous parler, peut vous mourir. Et du coup, ça a été Nadia Fares. Voilà. Alors, oui, madame. Bonsoir. On va vous donner un micro, vous allez beaucoup vous entendre bien. Merci. Bonsoir. Est-ce que les dialogues sont écrits ou est-ce qu'il y a une part d'improvisation chez vos acteurs? Non, alors, tout est très écrit. Tout est très écrit, mais au moment du tournage, j'aime bien tout réécrire. Au moment où le moment du tournage, c'est un moment magique, c'est le présent. Et le présent n'a pas le temps de vieillir, il va falloir filmer le présent. Et c'est là qu'on s'aperçoit au moment du tournage que tout ce qu'on a écrit dans un bureau est démodé. Est démodé parce que j'avais pas les acteurs dans mon bureau avec moi, j'avais pas la lumière dans mon bureau, j'avais pas les accessoires, j'avais pas les costumes. Et donc, je revois mon film au moment du tournage d'une façon différente. Et comme je suis auteur, j'ai envie de réécrire au dernier moment, d'ajuster au dernier moment, faire les derniers réglages. Donc je me sers de ce qui a été écrit, et puis il va y avoir les figures libres. Donc c'est comme le patinage, il y a les figures imposées, qui est le scénario, ce qui a été écrit, puis il y a les figures libres qui naissent du tournage, du fait que tout le monde est là, et que les acteurs apportent aussi énormément d'eau au moulin. Tous les acteurs, les grands acteurs, sont aussi des auteurs. Ce sont des êtres humains, ce sont des gens qui ont des émotions, qui peuvent partager avec vous. Donc c'est pour ça que je remets mon film en question au moment du tournage. J'ai presque envie de dire que les scènes que je préfère de mes films sont celles qui n'étaient pas écrites. Parce que celles qui sont écrites, elles sont écrites. Alors, puis là, quand on écrit, on est auteur, on n'est pas dans la spontanéité, vous voyez ce que je veux dire, on est dans l'intelligence, on est dans la réflexion, qu'est-ce qu'il faut dire, pas dire. Alors qu'au moment du tournage, on est dans la spontanéité, et ce que j'aime le plus au monde, c'est la spontanéité. J'aimerais rester le metteur en scène de la spontanéité, parce que la spontanéité est à mi-chemin entre le mensonge et la vérité. Et c'est un truc qu'on lâche, malgré nous. C'est notre inconscient qui parle plus que notre intelligence et que notre culture. Et la culture, l'intelligentsia est magique, elle est merveilleuse, mais elle développe le doute. Et plus on est intelligent, plus on est cultivé, plus on est dans le doute. Et
sur un film, il faut être dans l'action. Il faut être dans le concret. C'est pour ça que j'aime le public. Parce que le public, il n'est pas assez savant pour raisonner de travers. Dès qu'on rentre, regardez aujourd'hui, tous les spécialistes se bourrent dans tous les domaines. Tous les gens qui croient savoir n'arrivent plus à analyser le monde dans lequel on vit. Parce que le monde va plus vite que l'intelligence. L'intelligence aujourd'hui est un petit peu démodée. Vous voyez ? Donc il faut revenir au côté animal, à l'instinct qu'il y a chez chacun de nous, et on développe. Il n'y a pas d'école qui développe votre instinct. Toutes les écoles développent le rationnel. Il n'y a pas d'école qui développe l'irrationnel. Et aujourd'hui, on est dans l'irrationnel incroyable. Ça va tellement vite que l'irrationnel, il n'y a pas d'école où on développe l'irrationnel, où on apprend aux gens à se servir de leur part irrationnelle. C'est pour ça que j'aime tant la musique, parce que la musique parle à notre part irrationnelle. La musique parle à ce qui vous échappe totalement. Prenez 1 millier de personnes à un concert de Johnny, et regardez leur tête. Ils sont dans l'irrationnel. Prenez les mêmes en train d'écouter un discours politique, regardez leur tête. Vous allez voir. Ils ne sont pas dans le même... dès que votre intelligence, qui est très utile, qui est essentielle, se met à travailler, elle fabrique du doute. Elle fabrique du doute, et on le voit bien, notre époque aujourd'hui est une époque qui doute de tout. De tout parce que on a trop voulu essayer d'analyser les choses. On a perdu notre côté animal, on a perdu le côté instinctif. Et c'est ce que j'aime dans certaines scènes de mes films, c'est qu'à un moment donné, l'instinct est plus fort que la réflexion et que l'intelligence. D'où mon rapport des fois aussi difficile avec la critique, qui elle préfère la réflexion et l'intelligence à l'instinct. Question ? Oui. Vous prolongez la question précédente sur l'improvisation, le texte, etc. Vous avez raconté un jour, expliqué que dans les scènes de dialogue, vous aviez l'habitude, quand il vous arrivait, de donner à chacun des 2 acteurs son texte sans donner le texte de l'autre. De Michel Morgan à Reggiani, passant par Belmondo et Anconina. Je voulais savoir si vous avez utilisé souvent ou systématiquement cette technique dans ce film-là, et notamment le long dialogue entre Éric Dupond-Moretti et Béatrice Stahl. Et si c'était systématique ou si ça vous arrivait de changer selon les scènes et selon les acteurs, par exemple dans ce film. Il n'y a pas de règle. Selon la scène, il y a mille et une façons de filmer une scène. Mais c'est vrai que dans une scène, il y a celui qui parle et celui qui écoute. Et celui qui reçoit l'information est plus important que celui qui la donne souvent. Car celui qui reçoit l'information est touché par l'information que vous lui donnez ou pas. Vous annoncez la mort de quelqu'un, celui qui reçoit cette information est bouleversé, cassé, alors que celui qui la donne est déjà vacciné. Il s'est déjà habitué. Donc très souvent, les dialogues importants, forts, les acteurs les découvrent pendant le tournage. Je souffle à l'acteur qui dit la scène, le texte, souvent avec une oreillette pour pas que l'autre l'entende, et quand il lui donne l'information, il n'a pas lu. Il n'a pas lu dans un scénario, il n'a pas lu... Si vous apprenez la mort de quelqu'un et que vous avez lu le scénario, vous allez jouer un type qui apprend la mort de quelqu'un. Alors que quand vous apprenez dans la vie, la plupart des choses qu'on apprend dans la vie, on n'était pas prévenu. On ne l'a pas lu le matin. On n'a pas lu un scénario qui nous dit cet après-midi à 4 heures, vous allez apprendre que tel et tel élément. Regardez la force des éléments, les caméras cachées. Si elles ont tant de force, c'est parce que les gens sont dans l'étonnement. Et c'est vrai que l'étonnement est un grand moment d'émotion qui fait que d'un seul coup, encore une fois, on va plus vite que notre intelligence. Là, c'est votre instinct qui est touché. C'est ce qu'il y a de plus précieux chez vous, qui fait que d'un seul coup, vous avez envie de rire ou de pleurer. Et si l'information est colossale, vous avez la chair de poule. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au cinéma, c'est difficile de reconstituer ça, puisqu'il faut que les acteurs apprennent des textes, donc ils savent ce que l'autre va vous dire, etc. Donc j'ai essayé, depuis Un homme et une femme, pour des scènes très importantes,
de provoquer, de protéger ses surprises. Quand Anouk Aimée arrive sur le quai de la gare dans Un homme et une femme, elle ne savait pas que Trintignant allait venir la chercher. Moi, je lui avais dit avant, bon, tu vas te retrouver toute seule sur un quai de gare, et je vais filmer une femme toute seule sur un quai de gare. Puis d'un seul coup, je lui balance Trintignant. Et là, d'un seul coup, ce regard, cet étonnement a fait le tour du monde. Elle n'a pas fait semblant d'être étonnée. Au cinéma, on fait semblant tout le temps. Et quand de temps en temps, je peux éviter aux acteurs de faire semblant, alors là, la magie a vraiment lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est important, c'est on peut au cinéma de temps en temps s'amuser à faire que les gens cessent de faire semblant. Mais c'est très très compliqué parce qu'il faut que les acteurs vous fassent confiance. Puis les acteurs aiment bien lire le scénario, ils aiment bien connaître la fin. La plupart des films se montent sur des acteurs qui ont lu le scénario et qui me disent bon ben ça va, ça se termine bien pour moi, j'ai pas un rôle de salaud, etc. Quand ils viennent sur mon plateau, maintenant ils savent que quand j'ai fait Un homme et une femme, j'ai inventé des dialogues au jour le jour. Et la fin des films, je ne la connaissais pas. Et j'aime bien ne pas connaître la fin des films, mais je ne connais pas la date de ma mort. Si je connaissais la date de ma mort, peut-être que je ne serais pas là en ce moment en train de vous parler en disant c'est peut-être pas le moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'on ne connaît pas la date de notre mort que la vie est passionnante. Et donc j'essaye, pour filmer la vie, de reconstituer les conditions que la vie nous donne avec ces surprises qui font que tout est possible. Tout est possible. Et c'est pour ça que dans la vie, les gens n'en font pas. C'est les acteurs qui en font. Parce que nous, on est dans l'insécurité totale. On sait qu'on est dans le monde de la précarité. On a constamment peur. Regardez les gens qui traversent la rue, etc. Ils font attention à droite, à gauche, etc. Si vous prenez un acteur, il ne fera pas attention parce qu'il sait que les bagnoles, c'est des nôtres, lesquels vont s'arrêter et qui ne risquent rien. Ça change tout. Et vous ne traversez pas de la même façon. Donc, encore une fois, dans la vie, vous allez à un enterrement, les gens, ils ne pleurent pas. Ils ne pleurnichent pas comme les acteurs qui vont à un enterrement. Parce qu'ils disent, je suis à un enterrement et là, je suis là pour pleurnicher. Non, les gens, non, c'est pas... C'est beaucoup plus subtil. Dans la vie, les gens font très très peu de choses. Très peu de choses. Et les grands acteurs sont ceux qui font rien. Ils font presque rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Quand vous voyez un gosse qui joue la colibri à la fin, il en fait des tonnes. Je crois qu'il faut en faire. Non, mais dans la vie, on n'en fait pas du tout. On joue très très peu. Les gens sont d'une sobriété incroyable dans la vie. Parce que la vie est dangereuse, parce qu'on est dans l'insécurité. Alors, j'essaye, avec ma caméra, de temps en temps, de jouer le jeu et de traiter les comédiens. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on y croit un petit peu plus que d'habitude. Mais c'est vrai que le cinéma a des possibilités incroyables. Dans quelques années, on ne verra plus la caméra. Elle sera dans l'œil de quelqu'un, greffé. Vous voyez? Et je pourrais demain matin sûrement avoir une caméra qui fait donc des lunettes, on ne voit pas. Et je pourrais filmer encore plus et aller encore plus loin les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a les projecteurs, le machin, c'est le mec qui sait qu'il fait un film. Mais on pourra un jour raconter une histoire avec des gens qui vont complètement cesser de faire semblant, et là, on va arriver dans la grande bien sûr. Ça, c'est pour quelques années, on n'est pas encore prêt à ça. Oui. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de faire ce film? J'ai eu l'idée de faire ce film en allant assister à une plaidoirie de Dupond-Moretti. Il m'avait invité un après-midi, il me dit tiens, cet après-midi, j'ai un procès très intéressant d'un type qui avait tué 2 bonnes femmes pour toucher les assurances. Et donc je suis allé passer l'après-midi avec lui au moment de la plaidoirie. Voilà. Cette plaidoirie a duré à peu près 1h30, 1h45, le temps d'un film. Et pendant la plaidoirie, je regardais le public, les jurés, l'avocat général, le président, l'accusé. Je me suis dit, mais j'aimerais connaître la vie de tous ces gens. J'aimerais savoir qui ils sont et pourquoi ils sont là aujourd'hui et pourquoi ils se régalent du malheur de quelqu'un. Parce qu'il y a une part de jubilation. Une salle d'audience, c'est le genre humain en direct. Je veux dire que c'est un moment terrible, parce que là, on ne fait pas semblant.
j'ai parlé avec Dupond-Moretti, il m'a dit, moi, quand je fais une plaidoirie, j'ai pas le droit de faire 2 prises. Si je me gourre, le mec, il part en 30 ans en tôle. Donc, j'ai pas le droit à l'erreur. Alors que sur mon plateau, quand il se plante, j'ai coupé, on l'a refait. Et il y a une grande différence. Les avocats, quand ils se lèvent, oui, c'est des acteurs, mais ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, ils jouent avec la vie de quelqu'un. Donc c'est ça qui m'intéressait. J'ai dit, tiens, je vais essayer. Mais je voulais montrer que le type qui est dans le box d'accusé, finalement, c'est le mec qui s'est fait piquer, quoi. Parce que les autres pourraient y aller. Vous avez vu dans mon film, ils ont tous des casseroles. Tous. Hein, regardez les jurés, il n'y en a pas un qui est blanc. Ils sont tous, il y en a un qui a tout fait pour sauver son permis de conduire. Une contrôleuse fiscale quand même qui s'est laissé acheter. Enfin, l'avocat général qui s'est fait avoir aussi par une dame. Je veux dire, ils sont ils ont tous des casseroles. Et ils se permettent de juger quelqu'un. Voilà le monde dans lequel on vit. Au nom de quoi un homme peut juger un autre homme? Ça m'a toujours épaté. Au nom de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'un juge, à un moment donné, peut se permettre de dire, monsieur, vous allez passer 22 ans en tôle? Au nom de quoi? Ça, j'ai beaucoup de mal avec ça, et voilà. Donc c'est un peu ça que dénonce. J'essaie d'expliquer le film. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la première fois que vous filmez des scènes de procès, mais juste, je pense par exemple à L'aventure c'est l'aventure, ou tout ça pour ça, mais c'était plus dans un registre comique. Là, il y a en effet un vrai questionnement. Non, il y a un vrai questionnement, et puis j'avais envie aussi de voir que l'accusé, qui est un avocat, la seule plaidoirie qu'il réussit dans sa vie, c'est la sienne. La seule personne qu'il arrive à défendre, jusqu'à maintenant, ça a été un avocat ringard, qui a été commis d'office. Vous voyez, sa seule belle plaidoirie, c'est la sienne. Voilà. Et en fait, finalement, le meilleur avocat au monde, c'est soi. Je veux dire, je vous parle. Vous voyez, donc c'est toutes ces choses-là que j'avais envie de montrer dans le film et qui plaisaient à Dupond-Moretti. Parce que Dupond-Moretti, lui, il n'en peut plus des jeux. Hein. Et puis il les connaît. Quand il me dit celui-là c'est un connard, celui-là on ne va pas s'en sortir, celui-là c'est un frustré, celui-là si. On est compte, par qui on est jugé? Par des mecs, des jaloux, des gens qui ont des rancœurs. L'affaire Fillon en ce moment, bon, il y a un mec qui veut votre peau, et puis pour des raisons qui sont encore une fois irrationnelles. Donc il faut à un moment donné essayer de. Alors, comme j'avais envie que c'est un sujet sérieux, mais comme je voulais le traiter avec liberté, on en a fait quand même une comédie. Mais enfin, je veux dire que si on veut gratter, c'est ça au départ qui m'a motivé à faire ce film. Alors une dernière question, peut-être quelqu'un qui n'a pas encore posé de questions. Vous avez déjà parlé. C'est normal de privilégier quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Alors, désolé. Bonsoir. Pour finir, on a parlé de la place de la justice, mais je trouve qu'il y a beaucoup de place aussi pour la santé et l'hôpital. Et un médecin qui n'est pas trop dans la norme dans sa façon d'aborder le malade. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix? Alors, la place de... Je suis désolé, à l'âge que j'ai, je commence à plus très bien. En effet, la place de la santé dans le film est très importante. Il y a toute une scène dans l'hôpital. Pourquoi avez-vous eu envie de parler de ce thème-là? Pourquoi avoir choisi un personnage comme celui-ci avec cette drôle de façon de soigner ces malades? C'est une très très bonne question parce que c'est les deux sujets importants du film, c'est la santé et la justice. On a surtout parlé de la justice, mais la santé est aujourd'hui de toutes nos obsessions, c'est le numéro 1. C'est le préalable à tout. Sans elle, tout le reste n'a pas de sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les bonnes nouvelles sont les meilleurs médicaments du monde. Je veux dire que vous annoncez une bonne nouvelle à quelqu'un, ça le guérit de la plupart de ses maux. Et moi, j'ai un médecin de famille, comme ça, un vieux monsieur que je consulte pas trop souvent parce que je touche du bois et une santé honnête. Mais à chaque fois que je le vois, il me dit t'inquiète pas, c'est pas grave.
Dès qu'il m'a dit ça, moi je suis guéri déjà. Voilà, si un médecin me dit c'est pas grave, je sais que je vais m'en sortir. S'il commence en disant c'est emmerdant, mon père est mort dans mes bras parce qu'un médecin lui avait donné une mauvaise nouvelle. C'était en 1960. Il était 3 h du matin, mon père avait préparé un infarctus, il avait mal sur la poitrine. Donc j'arrive, j'habitais au bout du couloir, et je lui dis qu'est-ce que t'as, papa? Il me dit j'ai mal, appelle le médecin. Alors j'appelle notre docteur, etc. Il le prend au téléphone. Et l'autre lui dit qu'est-ce que t'as? Il dit écoute, j'ai un poids sur la poitrine, j'ai du mal à respirer. Et ce connard de médecin lui dit écoute, c'est très très grave, bouge pas, j'arrive tout de suite. Et une fois qu'il lui a dit c'est très grave, il est mort. Il a raccroché, il m'a dit que c'était grave. Et là, il est mort. S'il lui avait dit c'est rien, j'arrive tout de suite, il aurait été sauvé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je crois évidemment que la maladie, elle est là, mais c'est vrai que la plupart des médecins que j'ai rencontrés vous disent que le moral est la chose la plus importante. Dans un cancer, un type qui sait qu'il va le battre, il a fait la moitié du parcours si son cerveau a expliqué aux cellules qu'on allait gagner. C'est très très important. On ne se rend pas compte à quel point le moral est capital dans n'importe quelle maladie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça que j'ai voulu évoquer avec Jean-Marie Bigard. Alors on a poussé le médecin au maximum parce que c'est vrai que raconter une blague à quelqu'un qui va très mal, d'un seul coup il sourit. Même s'il est en train de souffrir. Voilà. Et c'est la force du rire, c'est la force des bonnes nouvelles sur la maladie qu'on a. Voilà. Donc c'est un sujet très important, vous avez bien fait de poser la question, parce que vous avez vu que tous les personnages du film se croisent soit à l'hôpital, soit dans la salle d'audience. Et en province, on passe tous par l'hôpital à un moment donné, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc ils se croisent tous à l'hôpital, et c'est vrai que ce médecin qui raconte des blagues, qui fait lire des blagues aux gens, moi j'y crois vachement. J'y crois vachement parce que, je vous ai raconté l'histoire de mon père, j'ai vécu en direct comment un docteur a tué mon père, en lui disant écoute c'est très très grave, j'arrive, bouge pas. Mon père accroche, il dit t'as vu, il m'a dit que c'était très très grave. Et là mon père s'est mis angoissé et boum, évidemment il est tombé tout de suite, alors que 3 minutes avant il bougeait, on parlait, voilà. Donc ça c'était le deuxième thème très important du film, qui est moins important que la justice parce qu'on ne finalise pas, mais c'est vrai que tous les personnages du film, plus ou moins, passent à un moment donné par l'hôpital. Merci à vous tous d'avoir joué le jeu, merci à Claude Lelouch.